Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je me suis dit, je dévoue l'épisode à la base du couple. Avez-vous écouté l'épisode 29 sur le sexe chez les parents? Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire en complément de cet épisode. Vous allez voir, ça se marie très bien. Eh bien, on a appris dans cet épisode-là, et même sur les réseaux sociaux, si vous suivez, entre autres sur Instagram, Maman Sexo, alias Lauriane Hélène Gauvin, qui est sexologue, qu'à la base du couple, eh bien, ce n'est pas le sexe. Et non, c'est la connexion. Alors, on va parler de cette connexion qui est si importante avec Lauriane Hélène, mais également avec Pierre Ouellette, qui est propriétaire de la clinique L'Intervenant, qui est située à Saint-Eustache, chez les travailleurs sociaux. On va regarder ensemble, j'aimais bien ça, avoir une femme, un homme, pour voir toute cette dynamique-là dans le couple. Comment également préserver notre connexion, aussi l'intimité, parce qu'on le sait, quand on a des enfants, on travaille, on est épuisé, c'est pas toujours évident. Comment aussi peut-être mieux partager les tâches pour que ça réponde aux besoins des deux conjoints et éviter certaines sources de conflits le plus possible. Et dans le segment coup de cœur, je trouvais que c'était tellement important, j'ai voulu aller encore plus loin en discutant avec Marilyn Beauchemin, qui est sexologue et psychothérapeute. On a regardé ensemble les bris de connexion. Parce que ça arrive, là, je vous le dis, chaque couple se déconnecte à certains moments. Mais à quel moment on doit se poser des questions? À quels signaux il faut peut-être porter attention pour se dire « Oh, peut-être qu'il y a quelque chose. » Est-ce qu'on doit consulter? Est-ce qu'on persévère ou on s'acharne? Bref, toutes des questions que j'ai posées à Marilyn. On va décortiquer ça dans un segment coup de cœur. Je pense vraiment que c'est un épisode important pour les couples, tout particulièrement les couples parents qui nous écoutent, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. J'ai eu plein de coups de cœur pour plein de sujets, mais celui-ci, c'est particulier pour moi. Je trouve que c'est essentiel qu'on en parle. Avant d'être des parents, nous étions un couple. On connectait, on arrivait à se retrouver. Si on a choisi notre partenaire de vie, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui cliquait. Bon, on le sait, la routine s'installe, le temps passe, les enfants arrivent, mais je pense que la connexion, ça demeure crucial dans le couple. Puis j'aimerais ça vraiment qu'on essaie de démystifier tout ça aujourd'hui. Et d'entrée de jeu, j'aurais envie de vous demander comment on fait pour rétablir le code de connexion entre, disons, le chum et la blonde, si on veut. Bien, d'emblée, je parlerais de zone d'intimité. C'est un peu comme ça que je l'appelle quand j'aborde le sujet avec des couples en bureau. Donc, cette zone d'intimité-là, ça vient chercher... Tu sais, l'intimité, c'est large, hein? Mais... Moi, de la façon que je l'explique, c'est que ça vient chercher tout ce qui nous appartient juste à toi puis moi, en tant que couple. Que ce soit, oui, par des attentions physiques, comme un clin d'œil, une caresse, que ce soit par des petits cadeaux, OK, mais que ce soit par un comportement qui est avenant sur un truc que je sais qu'elle aime ou que moi... Lorsqu'on est venu ici à Québec hier, moi, j'ai oublié de prendre mes petits jujubes. Mais ma blonde, elle y a pensé. C'est niaiseux, mais c'est une zone d'intimité que juste elle qui sait que j'aime faire. Oui, c'est vrai. Fait que c'est un peu cette zone d'intimité-là qui, à mon sens, devrait être mise en valeur puis faire ressortir un peu. Absolument. Ben, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment remarqué, en fait, dans, justement, en bureau, quand que je fais des publications ou des podcasts ou dans les études, souvent, on est ramené à l'intimité comme corporelle, du corps, physique, parce qu'on a tellement été dans une roue physique avec la grossesse, tu sais, le bébé qui est dans le ventre. Puis là, on est toujours ramené à ça, qu'on dirait qu'on perd cette partie-là, puis là, on sait comme plus comment s'y retrouver quand que bébé est là. C'est comme une autre partie de nous-mêmes, qu'on ne sait plus qui on est. On essaie de revenir à un certain initial dans l'intimité, alors que dans le fond, ça peut avoir tout à fait changé. Puis c'est de se connecter sur plusieurs autres choses, tu sais. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait si ça a changé, puis on n'aime pas vraiment ce que c'est devenu?
Je pense que l'idée, c'est de s'en parler, être capable de s'asseoir, parce que d'abord, avant tout, pour avoir un enfant ou une famille, on s'en est parlé. Donc, si on est capable de se parler de sujets comme ça, on est capable de se parler de où est-ce qu'on est rendu comme couple maintenant. Une des façons qui pourrait être faite, par exemple, c'est qu'on sorte de la maison, on s'en va ailleurs, dans un endroit neutre, puis on discute, on prend une bière, un verre de vin, un café, on jase, puis on s'en parle pour ajuster la zone d'intimité dans un contexte d'évolution, puis de progression, puis de changement. Donc, sans reproche, par contre, hein, dans un ton le plus ouvert possible. J'imagine on essaie peut-être de parler aux juges de la façon dont nous, on agit ou ce qu'on pourrait aimer, mais sans tomber justement dans le jugement puis dans les attentes par rapport à ce qu'on veut que l'autre soit pour nous. En fait, c'est qu'on trouve tellement peu de moments pour communiquer quand on est dans une roue parentale, justement d'avoir des enfants, puis ça devient plus nécessairement notre priorité, le couple. Comme la priorité, c'est l'enfant pendant une certaine période de temps, et ensuite, bien, on commence à être un petit peu plus dans notre individualité, puis le couple revient dans les choses importantes. Mais dans toute cette période-là, qu'il y a eu une séparation, en fait, là, comme un peu physique puis émotionnel, Mais des fois, quand on allait, tout ça aussi, on est pris hormonalement aussi. Notre vie a beaucoup changé, donc le couple n'est plus nécessairement la priorité aujourd'hui. Exact. Puis à un moment donné, c'est ça revient une priorité, puis on essaie justement de se redécouvrir dans tout ça, mais dans toute la période qu'on n'a pas eu de temps de se parler ou de communication ou de connexion, bien, ça crée des frustrations. Puis à un certain moment, on n'a pas le choix d'en parler. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens, ça va exploser, justement. Puis ça va être des reproches, puis ça va être des petits pics ici et là, puis de se faire picosser sur le bord du comptoir, tu sais, alors que avant d'avoir des enfants, on était capable de s'asseoir. En même temps, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire non plus, mais c'est aussi de se remémorer que c'est plus grand que nous-mêmes. Quand on est devenu parents, on s'occupe de d'autres personnes autour de nous, donc on doit créer une certaine stabilité. Mais si la marmite, justement, elle explose, là, on commence avec vraiment de bonnes intentions, mais tu l'as dit, parfois, les couches, elles se sont accumulées, les blessures se sont accumulées également, et là, à un moment donné, bouf, ça explose. Comment gérer ça sans se créer d'autres blessures à plus long terme, puis embarquer dans une espèce de roue de souffrance? Bien, une des façons que je propose à mes clients, je leur parle des ministères. Donc, est-ce qu'on peut s'attribuer des ministères? Si, par exemple, je le sais que ma blonde, c'est elle qui est plus à l'aise avec les devoirs et l'encadrement scolaire, bien, c'est elle qui est au ministère de l'Éducation. J'aime ça. Moi, je peux être le ministère, puis on peut même en inventer, tu sais, le ministère de l'hygiène de la maison, tu sais, le ministère de la sécurité publique, bref. Le ministère de la planification des rendez-vous des enfants, tu sais, tout ça, là. Exactement. Toutes les petites tâches peut-être qu'on fait, puis là, ça nous amène un peu à la charge mentale, mais des fois, toutes les petites tâches qu'on fait et qui sont pas vues de l'autre, pas par mauvaise volonté, mais juste parce qu'on le sait pas. Mais là, j'aime ça. Si on définit des ministères, on va peut-être se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a comme 20 ministères, puis l'autre en a 5. Ben, c'est parce que j'aime ça que tu dises le mot charge mentale, parce qu'on a malheureusement utilisé ça un peu n'importe comment, mais ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. Puis l'idée, c'est de comprendre que c'est difficile d'avoir une communication, puis une confiance, puis une relation saine en tant que couple, si on a une charge mentale qui est trop lourde à vivre avec. Donc, l'idée, c'est d'être capable de s'asseoir, de s'attribuer des ministères dans lesquels on se sent bien. L'idée, c'est pas d'en avoir tout le temps égal, mais c'est d'être capable de dire, OK, mais regarde, écoute, chérie, moi, je me sens meilleur dans ça, moi, je me sens compétent dans ça. Et à partir de là, ben, est-ce que tu peux me faire confiance? Tu sais, supposons que c'est ma blonde qui est dans le ministère de l'Éducation, donc c'est elle qui fait les devoirs, une soirée, elle s'en va souper avec ses chums de filles, ben, ça se pourrait-tu que j'aille lui demander conseil, puis dire, hey, écoute, tu sais, là, le petit par rapport à tel truc, s'il boque, tu me conseilles quoi? J'aime le côté de s'attribuer des ministères. C'est de se responsabiliser aussi en tant que parent. Puis ça, des fois, on a de la misère à le faire. Certains parents ont de la misère à le faire. Donc, je ne veux pas généraliser, mais on le voit dans la charge mentale. Souvent, c'est les papas qui ont plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas été... ça n'a pas été enseigné, en fait, tout simplement dans leur socialisation, dans leur manière d'être. Puis là, en devenant parent, dans la société qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on est vraiment conscient de tous les enjeux, de la charge mentale, puis qu'on essaie d'aller dans une parentalité plus sécurisante, bienveillante. On évolue nécessairement en tant qu'être humain. Puis justement, c'est important de se responsabiliser en tant que parent et de se questionner à savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes limites, mais aussi de prendre responsabilité en prenant un ministère, justement. T'sais. Et mes forces, j'aime ça parce que combien de papas, puis c'est d'ailleurs le thème d'une autre émission, mais disent, j'ai l'impression que j'en fais beaucoup,
mais c'est jamais assez. Ou telle chose, tel ministère, je me sens pas à l'aise de le prendre, j'ai l'impression que je suis pas bon. Donc, ça aussi, peut-être que l'idée de dire je l'ai choisi, bien, chacun, on va avec nos forces. Bon, évidemment, il risque d'en rester quelques-uns peut-être un peu moins intéressants au milieu. Mais ça, on peut discuter, on peut s'y attribuer. Et j'imagine aussi, c'est pas fixe dans le temps. Dire, exemple, l'hygiène de la maison, j'aime moins ça. C'est correct, je le prends pour un bout, mais après ça, je te le redonne par contre. Tu sais, on partage. Bien, c'est-à-dire que c'est un teamwork, hein, c'est un travail en équipe, parce que d'abord, avant tout, un couple, c'est un duo, c'est une équipe qui travaille ensemble, qui ont décidé d'avancer dans un but commun, c'est de faire une famille, entre autres. Donc, oui, c'est possible, effectivement, qu'il y ait des périodes où est-ce qu'il y en a un qui se présente, tu sais, un peu comme au hockey, hein, il y en a un qui se présente pas, ben c'est les autres qui prennent le relais pour le backer, pour le supporter. Ben, c'est un peu le même principe. Un couple, c'est une équipe, puis ensemble, on va construire quelque chose, mais avant d'être parent, il faut être capable de se construire en tant que couple aussi. Exact. Puis ça nous ramène dans l'intimité, justement, parce que, tu sais, oui, il y a les enfants, puis justement, il faut régler ce dossier-là avant d'aller dans faut connecter en tant que couple, parce qu'à un moment donné, si on a plein de frustrations, justement, dans la charge mentale, dans comment on s'occupe de nos enfants, puis on n'est pas capable de connecter parce qu'on a trop des frustrations qui sont accumulées, puis qu'on peut pas nécessairement déléguer ou qu'on peut juste comme communiquer, justement. Fait que je pense que c'est important de mettre ça d'avant-plan puis de se dire, OK, présentement, moi, je me sens overwhelmed par ça. J'aimerais ça qu'on en discute puis qu'on fasse comme une répartition des tâches sans nécessairement que ce soit juste la femme qui fasse comme, ah, mais je suis tannée, là. Plus. Parce que, on le fait peut-être par réflexe puis on s'en rend juste même pas compte. Il faut prendre un petit pas de recul. Être honnête envers nous-mêmes et envers le couple, puis dire, OK, on va prendre le temps de regarder ça. Oui, bien, j'avais fait une publication, en fait, sur la charge mentale, puis comme de déléguer, justement. Puis j'avais eu des commentaires un peu par rapport à ça qui m'ont fait vraiment réfléchir, justement, parce que je parlais, tu sais, de déléguer. Puis c'est souvent ça qu'on va voir, tu sais, la mère peut déléguer, ça trouve que c'est trop intense. Peux-tu faire tel appel, telle chose. Ouais, en même temps, si on ne le répète pas 10 fois, c'est pas fait. Fait que là, au final, la charge mentale est là quand même. Exactement, c'est ça. Fait que je me suis fait quand même dire des commentaires comme ça qui étaient super pertinents, puis une critique qui était pertinente, justement. Puis ça m'a mis en remise en question pour savoir est-ce que c'est tant la bonne approche à avoir. Puis je pense que c'est de se questionner aussi sur tout ça, mais aussi les pères de se dire, ah, OK, peut-être que oui, c'est vrai, ça rajoute la charge mentale. Fait que je vais me responsabiliser puis faire une différence dans tout ça, tu sais. Et je vais me responsabiliser. Donc, si je le sais que le rendez-vous, je vais l'oublier, je vais me mettre des rappels dans mon téléphone. J'attendrai pas que ma blonde le fasse. D'un autre côté, c'est ça. Des fois, on le fait. Donc, je pense que l'idée de discuter, d'établir ça, mais qu'est-ce qu'on fait justement puis pour clore ça puis revenir à la connexion? Mais si on en discute et l'autre partenaire comprend pas, parce que encore maintenant, pour bien des gens, bien des gars très bienveillants quand même en général, voyons, la charge mentale, ça n'existe pas, j'en fais des choses. Comme c'est pas concret, tu sais, c'est un peu abstrait quand même. Ça devient une charge, appelons-la, de planification. Donc, des fois, elle n'est pas toujours vue. C'est quoi? On fait une liste de ce qu'on fait, mais en même temps, ça peut devenir des reproches. Comme si l'autre, il voit pas la différence, comment on amène ça? Bien, c'est que c'est dur dans le sens où, effectivement, la plupart des choses qu'on fait, c'est abstrait dans le sens où prendre un rendez-vous, c'est concret, mais tout ce qui tourne autour de ça, penser au transport, penser au temps, penser aux devoirs, penser au souper. Juste la cuisine, c'est ça. Exactement. C'est juste des choses qui sont plus abstraites. Ceci étant dit, j'ai pas l'impression que l'idée, c'est de faire réaliser à l'autre puis de tomber dans la comparaison de moi j'en fais plus puis toi t'en fais moins. J'ai plus l'impression que en s'attribuant justement, en se responsabilisant soi-même en tant que mère dans ce cas-ci, puis dire bon ben moi je vais prendre en charge plus telle ou telle chose parce que je le sais que moi je suis bonne dans ça et non pas que lui il n'est pas bon. Je pense que l'idée c'est plus de se valoriser dans les choses dans lesquelles on est bonne. Une fois qu'on arrive à instaurer ou à installer une dynamique comme celle-là, il y a la notion de confiance, par contre. Il faut apprendre à faire confiance à l'autre. Oui, à soi-même, mais à l'autre aussi. Puis c'est pas parce que moi, je prends le rendez-vous 3 jours avant, puis que je prends une chance qu'il y ait une place, puis que la mère l'aurait peut-être faite 3 semaines avant, bien, il faut peut-être faire confiance à celui qui l'a pris, puis dire, OK, je le sais que c'est important pour lui de prendre le rendez-vous pour notre enfant, fait que je vais lui faire confiance. Puis s'il le fait à la dernière minute, bien, c'est pas parce qu'il l'aime moins ou c'est pas parce qu'il est moins responsable, c'est son mode de fonctionnement. Oui. Mais là, s'il manque des rendez-vous, à un moment donné, ça aussi, ça peut causer des frustrations. C'est ça aussi, il faut faire attention parce que des fois, c'est pas fait comme je voudrais le faire, donc je vais le faire moi-même. Ça peut être un mauvais réflexe. Bien, la bonne question à se poser, j'ai l'impression, c'est est-ce que ça amène un bris de fonctionnement? C'est sûr que si un des deux parents oublie tout le temps de prendre le
rendez-vous pour le dentiste puis que l'enfant finit avec un traitement de canal, on s'entend. Il y a effectivement une forme de négligence dans ça. Par contre, s'il n'y a pas de bris de fonctionnement ou ça ne touche pas la santé, la sécurité et le développement. Absolument. Et pour revenir à la connexion dans le couple, tu le nommais bien, Pierre, tantôt, tu dis c'est une forme de connexion ou d'intimité qu'on a avec notre conjoint ou notre conjointe. Mais qu'est-ce qu'on fait si, avec la venue des enfants, on a justement l'impression que la connexion, s'est perdue avec le temps, puis qu'on voit peut-être que notre conjoint connecte avec d'autres personnes. Tu sais, ça peut générer, ça aussi, un sentiment de rejet, d'humiliation, une certaine forme de jalousie. Comment on agit dans ce contexte-là? Tu veux dire connexion avec d'autres personnes? Oui, mais pas nécessairement. Tu sais, j'allais pas dans la sexualité trompée, mais tout dépendamment du langage qu'on a avec notre conjoint. On voit, je sais pas moi, qu'il y a des petites attentions pour certaines personnes de la famille ou d'autres, ou qu'avec des amis, mon Dieu, ils rigolent, puis ils se font des clins d'œil, puis ça a donc bien l'air facile. Puis qu'à la maison, il me semble que tout est compliqué. Bien, déjà, de mettre la base, puis de parler ensemble, de communiquer, justement, puis dans un contexte neutre, puis de se dire ces choses-là, c'est d'enlever ces frustrations-là. Fait que c'est d'y aller d'une couche par une couche pour justement se permettre de connecter. À ce moment-là, peut-être qu'on va voir que, c'est parce que j'ai l'impression que tu n'as plus envie que je te donne certaines attentions ou que c'est moins perçu comme quelque chose de le fun ou whatever la raison. Ça pourrait avoir plein de raisons, justement, mais de communiquer en disant, mais tu sais, c'est pas parce que présentement, je suis trop fatiguée pour qu'on se couche ensemble puis qu'on se colle ou qu'on écoute des émissions ensemble que ça me tente pas que tu viennes me donner, juste me flatter le dos une fois de temps en temps ou que tu me donnes des attentions. C'est juste d'être clair dans tout ça. Puis souvent, moi, qu'est-ce que je vais voir au bureau, en fait, là, c'est que les gens ont peur que les petites attentions physiques comme ça mène à une relation sexuelle alors qu'elles n'en veulent pas. C'est que là, ils se disent, tant que je le caresserai pas si je suis pas capable d'aller jusqu'au bout, par exemple. Exactement. Comme une finalité, comme si l'intimité physique devait se rendre à une finalité de pénétrative, en fait, ou de coït pour se dire, on peut pas avoir d'autres formes d'intimité parce que tant qu'à en avoir, on va avoir ça au complet, tu sais. Je comprends. Mais c'est d'être clair dans les besoins puis de se dire, écoute, j'ai vraiment besoin des fois de me coller avec toi, mais j'ai pas envie de se rendre toujours à ça, puis j'ai pas envie que tu aies ces attentes-là envers moi non plus. Puis encore une fois, on revient à être dans un milieu neutre, puis dans discuter ensemble. Faut pas être gêné de parler de ces choses-là. C'est normal de mettre les points sur les i puis de se respecter. Puis c'est normal aussi d'avoir des attentes puis des besoins différents. C'est juste d'être au moins en accord dans les choses qui coïncident. Oui. Puis les choses qui ne coïncident pas. Oui, puis à l'inverse, si je peux me permettre, j'imagine aussi qu'on peut se poser la question dans le sens où si je vois mon conjoint ou ma conjointe donner des petites attentions à telle ou telle personne, à mes beaux-parents ou à mes parents, puis à ci, puis à ça, mais de peut-être pas voir ça comme un rejet ou de voir ça comme un déshonneur face à notre relation, mais que peut-être juste que pour lui, ça lui fait plaisir d'être comme ça. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que notre relation se transforme. Oui, on est des parents, oui, on est des couples, on est un couple, mais veut pas, ça s'inscrit ensemble et ça s'emboîte ensemble. On peut plus le dissocier maintenant. Non, je pense qu'effectivement, il y a comme des modalités puis des paramètres qui changent puis qui reviendront peut-être jamais. Mais si on apprend à vivre dans cette transformation-là ensemble, peut-être qu'on est capable d'en arriver à quelque chose qui est plus doux dans le passage, dans le... Et est-ce que ça peut valoir la peine, justement, de mettre en place peut-être un cadre de connexion, de se dire, t'es généreux. Il y a des gens qui sont très kinesthésiques, là, ils vont toucher tout le monde, tout ça. Mais est-ce qu'on peut discuter puis se dire qu'il y a une certaine forme de connexion qui est intime, qui est privée à nous deux, de se mettre des balises pour s'assurer du respect de l'autre. Et si jamais l'autre personne, ses besoins sont plus grands, bien là, à un moment donné, il faut aussi accepter que ça se peut, je dis pas se tourner vers l'extérieur, mais trouve d'autres façons de combler son besoin. Parce que tantôt, on parlait, là, on peut dire la mère dans certains cas, mais est exténuée, a peut-être moins envie ou va aller chercher une forme de rapprochement physique, par exemple avec le bébé au niveau de l'allaitement. Il y a une certaine chaleur humaine. À un moment donné, le papa, des fois, il peut avoir besoin de se coller aussi, mais là, la maman est épuisée. Donc, comment on se fait pour se respecter des deux côtés sans dépasser une limite qui, là, deviendrait inacceptable? Bien, c'est normal de se faire un cadre de limite. Je pense que c'est complètement sain. Et ça, même avant d'avoir des enfants. Okay. On devrait tous, en tant que couple, avoir un genre de contrat qui nous dise, moi, je te laisse aller jusque-là, puis moi, je te laisse aller jusque-là, pour justement
il y a des couples qui sont ouverts, des couples polyamoureux. Je veux dire, il faut quand même déterminer ce qu'on est à l'aise, ce qu'on n'est pas à l'aise. Souvent, on va parler, par exemple, d'infidélité comme un bris de contrat, justement, parce qu'on s'est dit on va être exclusif, bien, la personne a fait un bris de contrat. C'est souvent comme ça qu'on va aller travailler l'infidélité avec un couple. Ceci étant dit, reste que aller chercher le besoin physique, ça reste que il faut se responsabiliser aussi individuellement en se disant, si on parle de sexualité vraiment en tant que telle, bien, si les besoins sont pas pareils, puis que justement, il faut être compréhensif, tu sais, avec la réalité de la maman, c'est de se dire, OK, bien, qu'est-ce que je préfère de plus pour qu'elle soit moins fatiguée, ou qu'est-ce que je préfère, moi, pour me responsabiliser dans mon besoin. Donc, si c'est, mettons, une sécrétion de cytocine parce que l'orgasme fait du bien, il y a d'autres façons d'aller chercher le cytocine. On peut aller chercher le cytocine en écoutant un film drôle, en allant s'entraîner, en allant faire plein d'activités qui vont apporter justement le bien-être. Juste aller marcher avec ses enfants, coller nos enfants. Plein d'activités peuvent ramener à ce sentiment de bien-être-là, puis de plénitude, en fait. Au-delà de l'acte sexuel comme tel. Exactement. Ah, c'est intéressant. Oui. Fait que, tu sais, c'est de se ramener à la base en disant, bien, il n'y a pas juste ça. Puis pourquoi est-ce qu'on est ensemble en ce moment? C'est pas juste à cause qu'on a connecté sexuellement. Notre couple n'est pas basé sur la sexualité, sur le physique. Il y a d'autres choses qui font que notre contrat fonctionne, tu sais. Oui. J'aime beaucoup ça, d'accepter que peut-être que pendant une période de temps, le volet sexualité va être mis sur pause, disons, vraiment la relation sexuelle dans le couple, mais n'en demeure pas moins que notre contrat étant basé sur plein d'autres critères, on peut continuer à connecter puis à être ensemble. Exactement, de la façon, puis je vais essayer de l'imaginer le mieux possible, mais de la façon que je le présente au couple, c'est que initialement, on est deux cercles, mais deux cercles qui ne se touchent pas. Donc, on est indépendants. À partir du moment où est-ce qu'on décide d'être en couple ou de faire des projets ensemble, comme de fonder une famille, les cercles commencent à s'entrecroiser ensemble. Cette zone commune-là des deux cercles qui s'entrecroisent, ça, c'est la zone d'intimité. Ça, c'est la zone qui nous appartient en tant que couple, en tant que famille, en tant que parents. Naturellement, au fil des années, l'espace des deux cercles qui s'entrecroisent peut varier. Plus, moins. Et c'est normal. Puis c'est peut-être d'être conscient de ça, puis de dire, OK, là, on passe une période qui est plus tough. Moi, ce qui m'aide à me sentir bien dans notre relation, c'est la sexualité. Mais là, je comprends que présentement, bien, on est moins dans ça pour mille et une raisons. Mais ça veut pas dire que les cercles ne sont plus entrecroisés ensemble. Et que ça ne reviendra pas. Exactement. C'est très possible que ça revienne. Par contre, il faut pas penser que parce que l'espace commun des deux cercles est plus petite, qu'il n'y a plus rien. Ça peut être possible qu'il n'y ait plus rien. Dans la mesure où on se pose réellement la question, est-ce que j'ai un de mes besoins qui est, dans ce cas-ci, le besoin sexuel, qui est peut-être moins répondu, mais est-ce que j'ai d'autres besoins de couple qui sont répondus, comme la collaboration, la confidence, et ainsi de suite? J'aime vraiment l'idée, c'est très visuel, des cercles, parce que, est-ce que je généralise, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne, celle avec qui on a envie de fonder une famille, ben là, on se dit, notre couple va bien, c'est solide, let's go, on se lance. Mais ça varie, un couple. Puis on peut avoir des moments difficiles et ça veut pas nécessairement dire qu'on est à la fin de l'histoire. Parfois oui, parfois non. Comment on fait si on a ce genre de questionnement-là, qu'on se garde, j'ai l'impression qu'on connecte plus, j'ai l'impression que ça fonctionne plus, de tracer la ligne entre parfois un moment rough puis de se dire, OK, ben c'est peut-être la fin. Bien, ça se peut. Ça se peut que ça fonctionne plus. Ça se peut que le contrat ne se tienne plus puis qu'on doive le briser. T'sais. On revient un peu dans l'entreprise de la famille et tout. Mais si on n'est pas capable de communiquer, nécessairement, moi, je pense que d'aller consulter, c'est quelque chose de très important. On s'entend, d'aller en thérapie de couple, là, ça peut être vraiment aidant. Si c'est vraiment rendu à un certain point où est-ce qu'on est juste plus capable de communiquer puis qu'on est juste pas capable de trouver un point d'entente puis que c'est juste too much, tu sais. Ça, c'est possible aussi, mais je pense que de base aussi, de se responsabiliser. Tu sais, on parlait justement de la charge mentale. Tu sais, il y a plein de podcasts qui abordent ça, il y a des livres qui abordent ça, fait que c'est aussi d'aller lire ces choses-là puis de se dire, ah ben écoute, j'ai trouvé ce passage-là. Si, mettons, communiquer avec des mots, nous-mêmes, avoir une discussion, c'est trop difficile, mais des fois, tu sais, de s'envoyer des extraits, puis justement, après ça, d'élaborer une discussion au travers de tout ça, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Mais oui, ça se peut que... on ne sait pas à quoi... On s'attend à
On il y a a quelque aucune idée chose. demain, qu'est-ce On qui va sait pas arriver, c'est quoi devenir parent, parce que chaque enfant est différent, mais chaque personne est différente aussi. On sait pas comment qu'on va être comme parent. On sait pas comment que notre enfant va être en tant que tel. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, on sait juste plus comment gérer tout ça, puis on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, puis qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Bon, est-ce qu'on a envie de travailler ça ensemble pour ramener tout ça, puis d'être sur la même longueur d'onde, puis justement que le cercle soit vraiment plus rapproché, ou on décide de justement se séparer puis de redevenir deux cercles, de la misère. On dirait que j'ai dit sexe, tu sais. Ça va bien, sexologue. Déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Mais je pense aussi que c'est une question de, tu sais, je reviens à ce que je parlais tantôt au niveau du bris de fonctionnement, dans le sens où quand que, tu sais, pour tracer la ligne dans ce que tu demandais, dans ce que tu disais, comment on fait pour savoir, tu sais, est-ce qu'on est rendu au bout de la route en tant que couple ou est-ce qu'on est encore capable d'y remédier? Ouais. Une des façons que je pourrais avoir tendance à aborder le sujet en bureau, c'est de parler du bris de fonctionnement. Donc, est-ce que notre couple est en train de nuire, est en train d'amener des bris de fonctionnement dans nos sphères de vie, donc sphère professionnelle, sphère amoureuse naturellement, sphère sociale, sphère de ma santé physique, ma santé émotionnelle avec les enfants. Donc, si je me rends compte ou si on se rend compte que notre relation amène certains bris ou ralentissements de fonctionnement sur une période qui est prolongée, qui est constante, il y a peut-être des questions sérieuses à se poser. Tellement. Bien, c'est vrai, c'est de se questionner à savoir, OK, notre capacité de communication, finalement, on pourrait peut-être la travailler justement parce qu'on n'est vraiment pas capable de se dire les vraies affaires, puis on ramasse toute cette frustration-là, puis à un moment donné, ça devient too much, puis ça explose, tu sais. Mais ce que je retiens beaucoup de notre entretien, se responsabiliser, savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos besoins, communiquer, évidemment, pour mettre ça ensemble. Et une phrase que tu as dit, Pierre, les couples, ça se peut qu'on a des bourrofs, puis il faut l'accepter que le couple parfait qu'on voit sur Instagram, ça sera pas 365 jours par année pour toute notre vie. Puis ça mène pas nécessairement à la séparation, peut-être, mais posons-nous les questions, puis parlons-nous avant de mettre un point final à tout ça. Merci beaucoup. On a vu dans l'épisode que l'intimité d'un couple va évoluer vraiment avec la parentalité. Et dans le segment Coup de cœur, j'ai donc la chance de discuter avec Marilyn aujourd'hui pour qu'on puisse voir un peu comment cette connexion-là peut évoluer dans le couple. Bonjour Marilyn. Bonjour Maggie. D'abord, rassure-nous. Si avec notre conjoint, notre conjointe, on sent parfois qu'il y a une déconnexion, parce qu'on l'a dit, la connexion est à la base du couple et non pas la sexualité, eh bien, si on a envie des moments de déconnexion, est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'on n'est pas normal? Non, au contraire, c'est bien de le dire tout de suite, Maggie, c'est normal. Tous les couples vivent leur déconnexion amoureuse. Il faut comprendre aussi que, en fait, ça m'amène plutôt à définir brièvement la connexion amoureuse. La connexion, là, c'est le sentiment d'être vu, c'est le sentiment d'être compris, c'est le sentiment d'être valorisé, c'est le sentiment d'être entendu. Donc, on peut s'imaginer que dans notre vie quotidienne, avec la charge familiale, le travail, les tâches, on peut pas toujours être dans l'écoute. On peut pas être toujours aussi disponible aux besoins de notre partenaire. Alors, des moments où on se sent moins écouté, moins compris, moins valorisé, c'est sûr que ça va arriver dans toutes les relations amoureuses. Marilyn, on l'a dit, c'est normal qu'il y ait des moments de déconnexion. Mais est-ce qu'on a peut-être des signaux qu'on devrait observer davantage, à savoir, là, on se déconnecte, disons, de plus en plus souvent? Est-ce que c'est normal puis il faut persévérer parce qu'on le sait que c'est pas facile d'être en couple lorsqu'on est parent? Ou à un moment donné, ça devient de l'acharnement? Quels signaux on doit regarder? Les signaux qui sont à regarder, c'est principalement les réactions qu'on va avoir lorsqu'on vit des moments de déconnexion. Les réactions, c'est quand on cède là, à la tendance à vouloir critiquer, à reprocher, à se blâmer, à se défendre, à se retirer. Alors, quand on commence à être plus dans nos réactions et de plus en plus souvent en réaction aux propos, aux demandes, aux propositions du partenaire, c'est sûr que là, ça commence à être des signaux à prendre en considération. L'important, c'est de reconnaître nos réactions lorsqu'on sent qu'on est déconnecté ou lorsque quelque chose nous contrarie ou qu'on n'est pas en accord avec ce que notre partenaire
nous dit ou nous demande. Alors, les couples heureux, entre autres, c'est pas des couples qui sont sans déconnexion, qui vivent pas de moment de déconnexion. C'est des couples qui arrivent à plus facilement reconnaître les déclencheurs, donc les situations qui les affectent, et à reconnaître d'un point de vue individuel leur propre réaction aussi dans les moments de déconnexion. Alors, quand on arrive à plus facilement reconnaître nos réactions, on peut aussi plus facilement s'engager à revenir vers notre partenaire, à lui nommer, hey, je suis désolée, chérie, tantôt je t'ai mal parlé, j'étais bête, c'est pas contre toi, j'ai passé une mauvaise journée, je suis exténuée. Alors, on arrive à plus facilement reconnaître nos réactions et donc encourager une communication qui va devenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus sécure aussi. Et je reviens à la définition que tu as donnée tout à l'heure de la connexion. On veut être vu, on veut être entendu, on veut être compris de notre partenaire, mais ça me ramène, on dirait, à nos propres besoins. Je prends un exemple, on revient d'une journée de travail, on est exténué ou on a eu vraiment une mauvaise journée, on s'est chicané avec quelqu'un au bureau, peu importe. Les enfants sont extrêmement exigeants. Puis là, le partenaire arrive et on a l'impression qu'il y a quelque chose à nous demander. Est-ce qu'on pourrait déjà dire une espèce de time-out? Écoute, aujourd'hui, là, j'ai pas de patience, je m'endure pas, je suis de mauvaise humeur, c'est pas contre toi, mais on se parle quand les petits sont couchés, on se parle demain, mais là, aujourd'hui, c'est pas un bon moment. Tout à fait. Tu nommes quelque chose de très important ici, Maggie, c'est déjà de pouvoir annoncer. Est-ce qu'on est disponible en ce moment? Est-ce on se retrouve dans un moment où c'est opportun de se dire qu'on a eu une mauvaise journée ou de parler de ce que notre partenaire a besoin ou nous-mêmes de pouvoir aller vers le partenaire? C'est important d'essayer de prendre conscience de soi, mais de prendre conscience aussi de l'autre. Est-ce que c'est un bon moment pour lui, pour elle? Ou au contraire, je vois que là, les enfants, comme tu dis, sont agrippés à ces gens, mais on est en train de faire le souper, on a les devoirs, le bain après. C'est peut-être pas le bon moment. Et là, on risque de se déclencher dans nos réactions. Et là, ça peut escalader, puis c'est pas ce qu'on se fait. C'est pas ce qu'on veut comme échange. Et si on se rend compte là, que ces moments-là de déconnexion et d'escalade arrivent de plus en plus souvent, à quel moment c'est opportun de consulter justement avant de se rendre peut-être un petit peu trop loin, puis des fois de dire quelque chose qui pourrait dépasser notre pensée ou de commettre des gestes, que ce soit l'adultère ou autre, qui pourrait venir là, vraiment détruire les bases de notre relation? C'est important de prendre en considération, comme on dit, notre cycle de réaction. C'est important de reconnaître nos déclencheurs. Puis c'est important aussi de consulter quand on sent qu'on n'arrive plus à se dire les choses d'une façon aussi sensible ou on n'arrive pas à se sentir aussi compris. Tu sais, les couples souvent vont arriver en thérapie puis vont dire on se comprend plus. On parle là, souvent on essaie de se parler des mêmes sujets, puis au final, on règle jamais rien. Alors ça, c'est un indicateur qu'on a un cycle de réaction et on voit aussi qu'au fil des conversations, le couple tombe toujours dans le même cycle. Les couples vont même arriver des fois en consultation puis vont dire, c'est pour une banalité, on s'est chicané parce que la pinte de lait était mal placée dans le frigo. La situation peut avoir l'air banale, mais quand on regarde les besoins sous-jacents qui ont peut-être pas été compris et entendus, ça, c'est pas banal. C'est là qu'on peut tranquillement arriver à accéder à des choses qui sont pas dites quand on est en réaction et qu'on veut accéder quand on vient en thérapie de couple. Parce que je pense que les études nous montrent là, que la majorité ou la moyenne des couples attendent quand même assez longtemps avant de consulter. Tu sais, des fois, on est peut-être un peu gêné ou est-ce qu'on peut avoir l'impression que le fait de consulter, ça vient mettre un étampe de dire on a un problème comme couple ou à l'inverse, on est mieux d'y aller en prévention qu'en réaction? Bien, effectivement, les couples démontrent que les couples attendent en moyenne 6 ans avant de venir consulter ensemble. Oui, c'est beaucoup. Puis ce qui arrive quand on attend pour différentes raisons, puis c'est comprenable aussi que certains couples attendent, ce qu'on réalise, ce qu'on remarque dans notre bureau, c'est que les couples sont cristallisés. Ils ont une perception qui est cristallisée par rapport à soi, par rapport au partenaire, parce qu'il faut comprendre que quand nos besoins sont plus aussi bien exprimés, qui sont pas entendus, qui sont pas compris, qui sont pas validés, bien, c'est comprenable qu'on se bâtisse une interprétation puis une perception à partir des réactions qu'on va voir de un et de l'autre.
Si, par exemple, moi, je donne souvent un exemple, on arrive du bureau, on a eu une grosse journée, on a le plus jeune qui est accroché à nos jambes, on fait le souper, on a le plus grand qui nous demande, maman, qu'est-ce qu'on mange, puis on se retourne, puis le partenaire ou la partenaire est en train d'écouter la télé ou des vidéos. Ça se peut que ça vienne nous chercher et là, on va peut-être réagir à ça. Et plus cette situation-là se répète, plus on va bâtir une perception de il n'est pas disponible pour moi, il n'est jamais là, c'est moi qui s'occupe de tout. Alors, vous voyez, c'est ce genre de perception-là qu'on va construire à partir de nos interactions et nos réactions face à nos besoins qui sont peut-être pas aussi bien nommés ou exprimés. Et si un des deux partenaires veut justement consulter et que l'autre ne veut pas, est-ce qu'il y a moyen de faire un travail sur soi, mais qui pourrait être bénéfique pour la relation? Est-ce qu'on est obligé de toujours consulter en couple ou le fait de le faire individuel peut quand même avoir des impacts sur la relation? C'est une question très importante, très pertinente. En fait, c'est sûr que il y a une possibilité d'aborder certains sujets qui concernent le couple, mais il ne faut pas oublier que le couple, c'est une dynamique. Alors, on est deux. Et quand on a seulement une moitié, un partenaire du couple qui vient consulter seul, on est aussi, nous, thérapeutes, un peu biaisés du fait qu'on prend la version de ce que la personne nous partage. Sa perception. L'interaction et sa perception. Alors, on n'a pas accès à l'interaction entre les deux partenaires. Ceci étant dit, c'est aussi important quand même que quand la personne vit une certaine souffrance, une certaine insatisfaction, voire même une détresse dans sa relation de couple et que malgré ses demandes de consultation en couple, l'autre partenaire refuse, bien, c'est sûr que de consulter seul peut devenir aussi une avenue importante. Il y a des choses qui peuvent sortir de cette thérapie individuelle-là qui peuvent servir, mais tôt ou tard, on arrive à une impasse dans la thérapie individuelle lorsqu'on aborde des problématiques de couple. Je comprends. Et en terminant, basé sur ta pratique, ce que tu vois justement dans ton bureau, aurais-tu peut-être certains trucs, astuces pour apprendre peut-être à mieux nommer ce qu'on ressent justement pour aider à avoir des interactions plus fluides et des moments de déconnexion les moins fréquents, j'allais dire, mais pas juste fréquents, les moins envenimés. Parce que se déconnecter, je le répète, on le dit, c'est normal, mais c'est vraiment ce qu'on fait, comment on réagit à ce moment-là qui devient crucial. Les meilleurs moyens, je pense, ce que d'emblée je vais proposer, c'est l'observation. Ça a l'air vraiment banal, hein, d'apprendre à s'observer, mais c'est déjà un très bon point de départ. Si moi, en relation, j'arrive à voir mes propres réactions quand je me sens pas écoutée, quand je me sens pas vue, quand je me sens pas considérée ou comprise, bien, c'est déjà une belle façon de pouvoir travailler sur notre dynamique en nommant, par exemple, à mon partenaire, je suis désolée, je t'ai dit sous forme de reproche tantôt que tu étais pas disponible pour moi. Je t'ai peut-être plus critiqué de pas avoir fait telle chose plutôt que de partager que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin d'aide, que je nous sens loin. Alors, déjà, d'être capable de s'observer, de s'auto-observer, c'est une belle façon aussi de pouvoir travailler à changer nos propres pas de danse. Et en changeant nos pas de danse, ben l'autre, notre partenaire peut aussi prendre conscience de ses propres réactions et donc changer lui aussi ses pas de danse qui changent au final la dynamique. Oui, Quand oui, on certainement. arrive à parler d'une façon aussi un peu plus sensible, moins réactive, ben déjà, on peut se sentir beaucoup plus connecté. C'est sûr que je pense que c'est moins confrontant, puis on se sent moins rejeté si on se fait dire je suis à bout de souffle, j'ai besoin de toi. Est-ce que ce serait possible que tu en fasses davantage, que tu fais jamais rien, c'est toujours moi qui fais tout, puis là, ça s'envenime, puis on dirait que déjà, juste dire ces mots-là, on se sent émotif. C'est Exact. le même besoin, au fond, qui n'est pas répondu, mais j'avoue que la façon de s'exprimer, ça joue pour beaucoup. Mais quand l'émotion est au rendez-vous, c'est pas toujours évident, donc s'observer. S'observer, puis en même temps, tu nommes un mot très important, c'est l'émotion. Je sais qu'on est tanné, certains sont tannés d'entendre parler d'émotions, surtout quand
on est en thérapie de couple, on entend, oui, mais à quoi bon parler de nos émotions? Puis qu'est-ce que ça change de parler de qu'est-ce que je ressens? Bien, c'est ça notre moteur de changement. C'est ça qui va servir d'instrument de changement dans notre dynamique. Quand on parle avec notre cœur, c'est là où on se sent touché, on se sent déjà plus proche, on se sent plus sensible. C'est ça qu'on va apprendre aussi à se dire parce que la connexion amoureuse fait référence à notre besoin d'attachement. Besoin d'attachement, c'est sentir qu'on peut compter sur l'autre, qu'on est important pour l'autre, qu'on peut se fier, c'est ça qu'on veut nommer, c'est ça qu'on va encourager comme expression des besoins et ça passe par ce qu'on ressent, par nos émotions, par nos peurs, par nos besoins. Ça revient, hein? Puis on en parle même dans d'autres épisodes pour nos enfants, apprendre à les laisser ressentir, vivre leurs émotions, savoir nommer nos besoins. Et bien, on le retrouve même maintenant dans la connexion dans le couple. Je pense que ça nous rappelle toute cette importance-là. Et j'aimerais juste dire, si on a de la difficulté à le faire, c'est normal, c'est pas nécessairement facile, on se tape pas sur la tête, puis on essaie simplement, j'aime beaucoup ça, de s'observer puis faire « Ah, la réaction peut-être ». Puis il n'est jamais trop tard pour s'excuser, hein, si on se rend compte en s'observant que c'était pas toujours ça. Parce que quelqu'un, comme tu disais tantôt, on est des humains, là, deux personnes qui se parlent toujours là, de façon harmonieuse, sans jamais lever le ton, puis s'écrire des petits mots d'amour, c'est pas la vraie vie. Là. On voit ça dans les films, là, mais c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Puis déjà, de pouvoir normaliser qu'on est des humains, puis qu'en tant qu'humains, c'est sûr qu'on va vivre des situations, on va avoir des mauvaises journées qui vont influencer notre humeur. Et donc, ça va tous nous arriver de se parler sur un ton de voix un peu plus bête, de porter moins attention à ce que notre partenaire nous raconte. Et déjà d'être capable de le reconnaître, c'est une autre belle façon de démontrer un engagement puis une sensibilité à l'autre. Merci beaucoup, Marilyn. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, vos suggestions, soit sur la page Facebook ou Instagram du balado à la hauteur de nos tout-petits. Vous pouvez également, si vous nous écoutez via YouTube, mettre un pouce pour nous donner vos commentaires, vos suggestions en dessous de l'épisode. Si vous le faites sur une autre plateforme de diffusion, n'hésitez pas également à mettre des étoiles, des commentaires. J'aime vous entendre. Et vous le savez, plus vous commentez, plus le contenu est partagé, eh bien, ça me permet de vous offrir encore gratuitement d'autres épisodes de balado. Merci à mes invités aujourd'hui, Pierre Ouellette de la clinique L'Intervenant, Lauriane Hélène Gauvin, alias Maman Sexo, et Marilyn Beauchemin, qui est sexologue et psychothérapeute. Merci à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706. Merci à Kaleido, le ré qui en fait toujours plus. Je m'appelle Maggie Bélanger et c'est un plaisir pour moi de vous accompagner chaque semaine afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!